Donc il y a eu deux grandes approches, on peut dire, sur le plan théorique du chamanisme, qui se sont affrontées. Et c'est une controverse de longue durée avec pas mal de rebondissements. Mais en gros, l'une qui va être tenante d'une voie plutôt psychologique dans la suite de Mircea Eliade, en insistant sur des techniques de l'extase, la transe, des états modifiés de conscience, on dit ou états altérés de conscience, sur quelque chose, en fait, des états psychologiques extraordinaires d'un personnage extraordinaire qui est le chaman. Et puis il y a une approche plus sociologique, celle de l'anthropologie sociale, l'ethnologie, qui consiste à dire c'est un phénomène social d'abord. Une tradition religieuse, pour que ça soit une tradition religieuse, il faut que ça soit partagé par des gens. Si c'est juste une personne qui a un état particulier, moi qui ai bu un litre de vodka, ça ne fait pas une tradition religieuse. Donc, par conséquent, il faut que des choses soient communiquées entre les gens. Donc, il faut des symboles, du langage, des conventions. Et l'approche sociologique va mettre l'accent principalement sur cette dimension symbolique, socialement et historiquement construite de la tradition chamanique. Et comme on a eu une controverse et que les deux camps se posaient l'un contre l'autre, eh bien, le camp psychologique a énormément insisté de plus en plus au fur et à mesure du temps sur des mécanismes psychologiques rudimentaires et universels. Universels parce que rudimentaires et que simplement ils ne dépendaient pas d'une construction culturelle, des effets mécaniques de la prise de certaines drogues et qu'on peut retrouver dans tous les temps, à toutes les époques. Et du coup, on peut expliquer l'art paléolithique de cette manière. Et l'autre approche sociologique, au contraire, a montré l'extraordinaire diversité avec une perspective assez culturaliste, relativiste, et à la limite, certains vont jusqu'à évacuer la notion même de chamanisme, ou la notion de chaman, puisqu'il s'agit de phénomènes à chaque fois divers, il y a des termes divers dans chaque société. Les gens ne vont pas parler de chaman dans toutes les langues, même si le terme a été popularisé, mais par les Occidentaux. Et à chaque fois avec des costumes, des traditions, des chants différents, donc un polymorphisme culturel avec l'idée qu'il faut comprendre chaque système en lui-même, un réseau de signification partagé par les gens, et ce qui se passe dans la tête du chaman, et bien ma foi, les participants au rituel eux-mêmes, ils n'y ont pas accès, ils ne savent pas, eux ils ont accès à quoi? À des paroles échangées, à des gestes et à nouveau voilà, à des signaux conventionnels. Ce qui amène dans cette perspective-là à dire que le substrat psychologique de cette scène, on ne le connaît pas et on n'en a pas besoin. Et j'ai simplement le même problème que ça n'existe pas. Du coup, alors moi j'essaie de voir une position plutôt dans un entre-deux, qui va consister à prendre en compte ce que nous disent les sciences de l'esprit, les neurosciences et la psychologie expérimentale, à savoir qu'avec l'esprit humain, on est capable de faire des tas de choses extraordinaires, mais sur un mode ordinaire, le voyage mental, que 50% de notre vie éveillée, elle est consacrée au voyage mental, et par conséquent, ça serait quand même pas très généreux de ne pas prêter cette capacité-là justement aux chamans. Non, ils sont des humains comme les autres, et ne serait-ce que par cette possession de ces capacités psychologiques, eh bien, on doit pouvoir leur connaître la capacité à s'évader de l'ici à maintenant et à s'immerger dans des scènes différentes. Donc voilà la perspective que j'essaie de suivre, qui consiste finalement à regarder le phénomène chamanique, au lieu d'en faire quelque chose comme un phénomène psychologique extraordinaire et culturellement pauvre, la version qui met l'accent sur la transe, partageable par tout le monde, avec finalement pas de langage, d'infralinguistique, de sauvage. Au contraire, y voir quelque chose de psychologiquement banal, mais ignoré par nous, banal mais extraordinaire d'un certain point de vue quand on compare aux autres espèces, parce que c'est à la fois banal, parce que c'est partagé par tous les humains, mais c'est pas partagé par les autres espèces, et dans la nature c'est incroyable. Banal sur le plan psychologique, mais extrêmement riche sur le plan culturel, puisqu'on a des élaborations techniques, originales, inventées par ces différentes cultures pour stimuler, développer cette base psychologique partagée. Ce que nous disent les neurosciences d'abord, c'est que
sur la base de nombreuses expériences et de la psychologie expérimentale, depuis des décennies, hein, ça intéresse les psychologues, l'imagerie mentale, c'est que d'une part, on a une distribution assez inégale de ces capacités chez les gens, manifestement de façon innée. Il y a des gens qui arrivent à se représenter des scènes de façon extrêmement précise, et on fait des tests, on les interroge, il y a des protocoles extrêmement standardisés pour tester la puissance de l'imagerie mentale de chacun. Et certains vraiment vont s'immerger, vont ressentir la synesthésie, ça joue aussi là-dedans. Il y a des gens qui sont capables de synesthésie, d'autres pas, qui vont percevoir des sons, avoir des impressions olfactives, tactiles, auditives, et s'y plonger et les ressentir de façon extrêmement vive, et d'autres beaucoup moins. Alors, c'est des questions de degré, on en est tous capables, évidemment, en réalité. Mais il y a des gens chez qui c'est très fort. Et ce que nous disent aussi les expérimentateurs, c'est qu'en plus, ça peut être développé, ça peut être stimulé. Et ça, évidemment, c'est là qu'intervient le contexte social, le contexte culturel qui fait qu'on va valoriser ou pas certaines activités, mais aussi des choix individuels, hein, très clairement. C'est complètement corrélé, mais certains vont y trouver du plaisir, par exemple, à l'évasion. Alors il y a une notion chez les psychologues américains, c'est la rêverie liée au plaisir, hein, quelque chose comme ça, et heureuse, disons, la rêverie heureuse. Et il y a aussi la rêverie malheureuse. Il est clair que là, le contexte social va jouer, mais peut-être aussi la psychologie individuelle. Il y a des gens qui se sentent coupables d'être dissipés, d'être rêveurs, ou bien qui vont, par leur passé, par les traumatismes, avoir tendance à se plonger dans une rêverie qui les mène à des souvenirs horribles. Donc là, évidemment, c'est malheureux, et ils préfèrent être concentrés sur la tâche. Le bouddhisme, il a aussi sa version de la rêverie, sa psychologie. Hein. Finalement, je crois que le bouddhisme a une vision qui précède les données actuelles des neurosciences sur l'imagerie mentale de 2500 ans, c'est assez frappant, extrêmement perspicace sur l'importance considérable de la rêverie, du voyage mental dans la vie psychologique humaine, avec l'idée que ça nous mène souvent à un état malheureux. Parce que voyager mentalement, sortir de l'ici et maintenant, ça nous mène vers le désir, et le désir, c'est ça qui fait l'insatisfaction. Et donc l'incapacité à apprécier la vie qui nous entoure. Et du coup, beaucoup des techniques de méditation sont assez opposées au voyage mental chamanique. En fait, les individus vont avoir une attitude différente par rapport à leur propre rêverie. Certains vont la stimuler, du coup, en s'y plongeant volontairement, en essayant d'avoir une vision de plus en plus précise, en explorant mentalement des projets, des itinéraires, etc. Et d'autres, au contraire, vont la limiter pour être plus dans la réalisation matérielle ou l'attention aux scènes extérieures. Le culturel ici joue énormément. Les enfants, ça arrive à n'importe quel parent d'élève d'être convoqué par la maîtresse qui va dire écoutez, cher monsieur, eh ben, votre petite fille, elle n'est pas toujours attentive. Mais elle bavarde ou quoi? Non, elle est dans son monde. Ah oui, il faut que vous fassiez quelque chose. Il est temps d'intervenir, elle va dans son monde. Et ça, c'est un apprentissage, il faut quand même le reconnaître, de notre société à éviter le voyage mental. L'apprentissage, ce qu'on appelle d'un point de vue positif, de concentration, vigilance, attention, mais c'est dévalorisation, suppression, mise sous cloche d'un certain nombre de capacités qui ont quand même leur intérêt d'un point de vue psychologique et qui sont valorisés au contraire dans beaucoup d'autres sociétés. Alors pour répondre à votre question, bien sûr, il y a un fossé considérable entre la rêverie du Parisien qui est dans le métro et qui dit « mince, j'ai loupé ma station » et le voyage cosmique du chaman. Parce que dans le voyage cosmique du chaman, là c'est volontaire, c'est construit, c'est culturellement appris, c'est des années d'efforts, de travail, d'apprentissage. Mais malgré tout, il y a un continuum parce que
le gamin qui commence à rêvasser, etc., qui va devenir chaman, eh ben, il passe par des choses qui sont banales au début. Et on voit bien dans tous les récits des chamans, leurs expériences, leur vie, comment ils ont accédé à ce type d'activité. Ils évoquent des tas d'états mentaux qui sont très simples, qui sont de regarder tout, je vois quelque chose, je pense à quelqu'un, je vous parle et je vois votre âme, je comprends tout ce que vous ressentez, je lis dans vos pensées, choses comme ça, hein, très simple à tous les niveaux. Je fais des rêves extraordinaires, je m'en souviens bien, je peux les raconter aux gens. Voilà, et c'est ce substrat-là d'expérience qui vont attirer l'attention du voisinage, de l'entourage. Dire ouais, lui il a quelque chose de différent. Et ça, on va le pousser socialement à entrer ensuite dans une activité rituelle, construite, impressionnante. Mais c'est des étapes successives qui font que c'est tout un continuum. Et le chaman, eh bien, même quand il est en exercice, il y a ces moments impressionnants de rituels sur lesquels se focalise l'œil occidental, avec éventuellement ou pas des attitudes de transe. Mais il y a aussi au quotidien, avec le chaman, il faut voyager avec lui, il faut être au quotidien avec lui, et c'est sans arrêt en fait, qui va apercevoir des choses étonnantes et vous dire des trucs qui vous ont complètement échappé à tous les niveaux, hein, de psychologie, d'observation, de comportement des animaux, du temps, des supputations sur ce qu'on va faire demain ou autre. Donc c'est une espèce d'ouverture générale à du vagabondage mental, on peut dire. En menant une comparaison entre moi, ce que j'avais observé sur mon terrain d'abord, à partir de mes études avant même la thèse, avec la littérature sur d'autres traditions chamaniques, en Asie du Nord, donc en Mongolie, en Sibérie, mais également en Amérique du Nord, j'ai essayé d'identifier des continuités, des discontinuités dans les pratiques au niveau des techniques. Parce que il est vrai que ce qui se passe dans la tête des gens, on ne peut pas le savoir. On aimerait bien leur faire passer des IRM, mais il n'est pas question de mettre 30 personnes dans un IRM. Et de toute façon, le dispositif médical empêche la tenue du rituel. Donc on a accès à quoi? On a accès à des dispositifs qui sont le résultat de traditions séculaires, millénaires certainement, qui ont choisi ces dispositifs pour en obtenir un certain type d'effet, qui vont peut-être marcher ou peut-être pas marcher, hein, il n'y a aucun mécanisme là-dedans, mais elles vont favoriser la possibilité d'apparition de certains effets, alors, notamment d'imagerie mentale. Et ici intervient par exemple le rôle de l'obscurité et de la lumière. Je me suis rendu compte que dans les traditions chamaniques, il y en avait toute une série qui menait le principal rituel chamanique, donc avec un spécialiste rituel, dans l'obscurité. Et alors c'était vraiment volontaire, c'est pas juste qu'ils n'ont plus d'électricité, c'est que il faut que ça se fasse la nuit, il faut éteindre volontairement le feu, c'est un acte quand même symboliquement très fort. Il faut calfeutrer même la tente pour qu'il n'y ait aucune lumière qui passe, que même la lumière de la lune ne puisse pas éclairer. Et ça, vous le voyez décrit depuis l'Oural jusqu'en Sibérie centrale et détroit de Bering. Et même en Amérique du Nord, en Alaska, dans le Canada, au Groenland et jusqu'aux grandes plaines américaines. Avec ce critère-là, cette technique-là, obscurité absolue, ouais, bon, les gens qui se mettent dans le noir, ça arrive. Là, il y a en plus le fait que l'officiant, il est dans une position extrêmement particulière. Rien à voir avec le prêtre tel qu'on l'imagine, qui préside la cérémonie, etc. Là, au contraire, les gens, assez souvent, vont le ligoter ou le mettre sous une couverture, le cacher, s'asseoir dessus. Il ne peut plus bouger, le pauvre. En plus, il ne doit pas parler. Il est censé, on dit quelquefois, s'endormir, ou bien les gens disent il est parti. Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on va entendre des voix, des bruits monstrueux, des grognements, des fracas, des branchages qui sont déplacés, des battements d'ailes, des ululements et des paroles, qui sont les paroles des différents animaux du monde forestier. Et ça, pareil, ces différents critères-là que je décris, eh bien, on les retrouve depuis l'Oural jusqu'aux plaines américaines. Donc là, on se dit qu'on est face à un ensemble culturel, un sorte de substrat. Ah, mais non, c'est des peuples très très différents par ailleurs. Donc c'est assez intriguant et difficile à interpréter. Mais manifestement, là, on a une tradition collective qui permet aux gens
de faire quelque chose qui les met en communication avec le milieu qui les entoure, puisqu'il s'agit de rencontrer, de communiquer avec les animaux du monde forestier, plutôt les animaux sauvages, même si ce n'est pas tout à fait strict. C'est quand même ce qui est partagé par ces différentes traditions, c'est ce qui est stable. Or, on voit que c'est dans le noir, et on sait que le noir, ça stimule l'imagerie mentale, pour tout le monde. Alors, il y a des expériences, et c'est là que je m'associe, je m'inspire de la psychologie expérimentale, qui mettent des gens dans le noir, et on voit qu'au bout de quelques temps, les gens ont un travail d'imagerie mentale et hallucinatoire, en fait, aussi fort que s'ils avaient pris des psychotropes, simplement en étant dans le noir. On a un effet puissant, vraiment efficace. Donc ça, manifestement, c'est voulu dans ces sociétés qui mettent les gens dans le noir. Ça aide, et ils le disent tout à fait eux-mêmes, ça aide à voir ce qu'on ne voit pas avec les yeux, tout simplement. Et puis vous avez un autre ensemble de traditions dans lesquelles on se met dans la lumière. Au contraire, et là cette fois, l'officiant, il a un rôle central. Il est censé faire un voyage lointain, il est censé communiquer lui-même avec les esprits. Il y a des dialogues qui passent par sa bouche, en fait. Il va jouer les deux rôles. Et les gens, là, dans ce cas-là, deviennent spectateurs. Donc, quand on compare les deux traditions, et les deux s'éclairent, en fait, l'une l'autre, par contraste. Alors, j'ai une approche un peu structurale, mais je pense qu'elle est liée au fait aussi que ces traditions, peut-être, se sont construites l'une par rapport à l'autre. Donc, il y a une forme d'opposition structurale de ces traditions parce qu'elles appartiennent à des peuples qui ont été en contact, en conflit historique, etc. Et donc, certaines font le choix de créer un dispositif où chacun est dans le noir et permet ainsi à chacun de sublimer son imagerie mentale et ainsi d'ouvrir les portes de communication avec les non-humains, alors que d'autres font le choix d'être dans la lumière et de concentrer l'attention des participants sur un personnage qui, lui, a un dispositif, c'est une frange et une coiffe, et puis une frange qui limite la vision, peut carrément la couper ou bien l'altérer, et qui crée en quelque sorte une mini tente sombre, mais pour lui-même. Ça va stimuler son imagerie mentale à lui, parce que c'est lui qui est censé rencontrer l'invisible et négocier pour les autres. Alors, d'ailleurs, j'étais récemment avec des neuroscientifiques à Grenoble, à l'Institut des neurosciences, et ils me disaient, nous, on connaît des gens qui ont comme ça une espèce de tente sombre individuelle. C'est des gens qui ont une lésion au niveau des zones corticales qui contrôlent la vision. Donc la vision est altérée sur un œil ou une partie de la vision, et là, ça stimule des hallucinations extrêmement puissantes. Donc à un niveau aussi anatomique, comme ça, on peut avoir cet effet d'interruption des afférences visuelles normales qui stimule des hallucinations. Voilà, donc le rôle de la lumière et de l'obscurité ici est capital dans la division du travail mental, de l'accès à l'invisible, et ça a des conséquences extrêmement fortes puisque ça nous dit qu'est-ce que chaque société, chaque tradition rituelle accorde à chacun comme type de pouvoir, de souveraineté même, dans ses relations au milieu vivant, puisque accéder à l'invisible, c'est accéder aux subjectivités des êtres vivants qui peuplent votre paysage. J'ai essayé effectivement de tracer historiquement des changements où on verrait des populations qui passeraient d'un dispositif à l'autre. On a quelques documentations concernant par exemple les Yukagir dans le nord-est sibérien ou les Khan-Telemansi dans l'ouest sibérien. On pourrait, et je vais commencer à travailler là-dessus, avoir également des confrontations historiques de ce genre-là du côté de la côte nord-ouest du Canada et de l'Alaska et des États-Unis. Ce qu'on observe, c'est que bien souvent, en fait, en tout cas en Asie du Nord, on a eu une expansion d'un certain groupe de peuples. Le moteur, ça a été les peuples altaïques, dans lesquels on met les turcophones, les mongolophones, les tunguso-mandchous,
qui viennent du Sud et qui viennent avec cette technologie-là de l'invisible et qui viennent avec une autre économie aussi, avec un élevage pastoral puissant, avec une organisation sociale différente, assez hiérarchisée. Et on voit qu'ils ont du prestige. Leurs techniques, elles sont prestigieuses du point de vue des traditions locales de Tente Sombre. Et assez rapidement, on voit la Tente Sombre céder la place à la Tente Claire, donc à la lumière, quand elles coexistent, parce que la Tente Sombre va être reléguée à une activité ludique. Alors pour les apprentis chamans, il y a un côté un peu farce, il y a un côté rigolo, parce que c'est du spiritisme, chacun peut discuter avec l'ours, on se fait des farces, l'ours va vous grogner dessus, on se fait peur. Donc il y a cet aspect de divertissement qui est réel, mais qui dans les traditions où c'est unique comme rituel coexiste avec des aspects extrêmement graves aussi, les questions de la vie et de la mort, de divination, de guérison. Mais finalement il va rester uniquement l'aspect ludique et les aspects sérieux vont être pris en charge plutôt par la Tente Claire et là par des chamans professionnels, puissants, qui peuvent exhiber leur puissance par un costume extrêmement riche, des pendeloques qui s'accumulent. Vous avez une progression, un peu comme les grades chez les militaires et les médailles chez les militaires, les exploits s'enregistrent sur le costume du chaman. Et donc on a toute une gradation, une hiérarchisation des chamans. Mais ce que je soulignais, c'est que tout ça, évidemment, c'est possible seulement à la lumière du jour. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'aurait aucun sens d'avoir un costume, des médailles, si vous êtes tout le temps dans le noir. Donc on a vraiment là une corrélation à nouveau à un autre niveau entre un type de division du travail, type de hiérarchisation et la question du choix de la lumière ou de l'obscurité. Alors le thème du voyage est moins important, le voyage cosmique est moins important dans les traditions de Tente Sombre, précisément parce que, alors il est accompli par le chaman, malgré quand il existe comme thème, il est du ressort de l'officiant. Mais cet officiant, il est ligoté, par exemple, ou alors il est allongé, il est censé dormir, ou son âme est censée être partie. Quelquefois c'est explicite, le fait que son âme s'en va, il disparaît, et pendant ce temps les animaux arrivent, et les gens interagissent avec les animaux, dans une scène qui est pour eux l'ici et maintenant. Alors que lui, donc, son âme est partie, et ensuite il va faire le récit de ce qu'il a vu, au moment où le rituel s'achève. Ou bien ça peut être des rêves. S'il est censé s'endormir, alors il va dire, ben voilà, mon âme, de toute façon les rêves sont interprétés comme une sortie d'âme, donc ça revient un peu au même. Donc les gens ont connaissance du voyage qu'il a accompli, a posteriori, par un récit de ses visions, mais comme d'un témoin qui a vu des choses incroyables, mais ils ne le suivent pas en direct. Donc là, c'est ce que j'appelle le voyage allongé dans le livre. Un voyage accompli par le chaman sur un mode allongé, alors que dans la Tente Claire, on peut le suivre en direct. Donc d'un point de vue ici de spectacle, c'est plus intéressant, il y a plus à voir, c'est plus spectaculaire, c'est plus riche, au niveau émotionnel, vous le vivez en direct, un peu comme si vous étiez devant la télé en train de regarder une cérémonie, le couronnement de la reine d'Angleterre, ou un concours de Formule 1, ou que sais-je, mais il y a cette espèce de synchronisation entre ce que vous êtes en train de voir et une scène qui se joue de façon lointaine, mais dont vous pouvez suivre les différents épisodes. Ensuite, il y a aussi des traditions dans lesquelles chacun peut voyager d'une certaine manière, mais là, on est à la limite du chamanisme parce qu'il n'y a plus besoin d'un officiant qu'on pourrait appeler un chaman. C'est dans les prises collectives d'Amanit Tumouche, par exemple, mais qui ne nécessitent pas de chaman. Donc ça existe... Qui se font collectivement quand même. Oui. Voilà, c'est collectif, mais extrêmement égalitaire. Il n'y en a pas un qui est plus compétent que les autres, il n'y en a pas un qui est un officiant et d'autres des profanes. Tout le monde partage la même quantité d'amanites et puis va mener une action particulière comme de battre du tambour, de chanter, d'être possédé par des esprits ou de voyager en esprit. Et est-ce que là, il y a un partage des imaginaires où chacun, on n'en parle pas après de ce qu'on a vécu? Alors c'est plutôt sur un mode individualisé.
évidemment, il y a du partage, hein, puisque les gens sont ensemble, ils sont dans une même tente. On ne doit pas prendre la manette du mouche seul. Donc il y a cette volonté, effectivement, qu'il s'agisse de quelque chose de collectif. Mais on a une synchronisation, une volonté d'être dans le même itinéraire mentalement, beaucoup moins ferme que dans les traditions de tente claire. Dans ces cas donc de prise collective d'amanite, l'individualisation est extrêmement forte puisque chacun chante son chant personnel à tour de rôle, qui est le résultat de rêves faits précédemment, qui ne sont pas nécessairement racontés. Donc c'est toute une construction presque d'une religion personnelle, hein. Il y a cet aspect-là, toute proportion gardée, évidemment, on est dans le même contexte culturel, c'est partagé, mais il y a une très forte individualisation du chant, des pratiques et du contenu mental, des voyages éventuellement qui sont faits. Alors les gens entendent, mais on n'est pas sur le mode de la copie, quoi. Donc quand il y en a un qui chante son chant personnel, d'accord, oui, vous entendez, mais vous n'avez pas chanté le même ensuite, puisque c'est le sien. Il va raconter des choses, d'accord, c'est ce qu'il a vécu. Peut-être ça va vous inspirer ou pas. Voilà. Alors là, je suis assez convaincu pour répondre à cette question par les analyses de Jean-Marie Schaeffer. Alors, pourquoi la fiction? Où il aborde ce point-là et il rejette les analyses de Nietzsche, si je ne me trompe pas, sur la naissance de la tragédie, qui oppose un état où la tragédie était vécue, où il aurait s'agi de quelque chose de rituel, et une évolution qui aurait mené à un état ultérieur, moderne, ou désenchanté, on ne croit plus à la réalité de la scène, dans une vision un peu évolutionniste. Là, je ne suivrai pas tellement Leroi-Gourhan de ce côté-là, mais plutôt Schaeffer qui, lui, en fait, suit Michel Leiris, qui travaille sur ces questions dans les années 30, à partir de l'observation de scènes de possession, où il observe que bien souvent, on a du mal à faire la différence. On se demande, mince, est-ce que ces braves gens qui m'ont accueilli, ils font semblant, ou bien ils sont vraiment possédés? Et ce que dit Leiris, c'est qu'en fait, l'imitation, le faux semblant, si on veut, est simplement une étape nécessaire vers le vécu. Le vécu, c'est-à-dire, on dirait une immersion plus profonde, on n'entre pas immédiatement dedans. Il faut s'auto-entraîner, il faut se pousser soi-même, il faut faire advenir des entités extérieures qui vont s'insérer en moi. Mais pour ça, il faut mettre à disposition mon propre corps par une attitude dans laquelle je laisse ma motricité s'ouvrir à d'autres intentionnalités. Donc premièrement, il faut faire une certaine déconnexion entre mon intentionnalité, ma motricité, et ça peut passer par le fait de soumettre ma motricité à des actions stéréotypées, donc dont je ne suis pas l'auteur. Pour certains théoriciens, c'est ça qui fait un rituel, c'est la définition même du rituel, c'est qu'on coupe les liens entre intentionnalité et gestualité. Je fais le signe de croix, c'est pas moi qui ai inventé le signe de croix. Des bénédictions ou autres, je vais déposer des fleurs devant telle statue, je ne fais que reproduire un geste stéréotypé. Et ça met une différence entre l'action de la vie quotidienne et l'action rituelle. Et donc, si on pousse ça encore plus loin, eh bien, on va laisser d'autres intentionnalités supposées s'emparer de notre motricité. Voilà, tout ça pour dire qu'au lieu de concevoir le vécu et la théâtralité comme deux étapes dans une évolution humaine, je la verrais plutôt comme deux moments, deux formes de rapport à l'altérité qui, dans beaucoup de sociétés, s'enchevêtrent de façon plus ou moins indiscernable, et dans notre société à nous, au contraire, vont être séparés. C'est peut-être qu'il y a quelque chose de particulier dans la séparation de ces deux niveaux, avec des institutions qui ont une spécialisation dans un certain niveau et d'autres dans un autre niveau. Mais pour ce qui est du chamanisme, il est très clair qu'un rituel chamanique, il va commencer par un aspect théâtral, parce que la chamane, eh bien, elle commence par imiter les gestes, et c'est très explicite, hein, et dans énormément de traditions rituelles, en fait, c'est comme ça. Le chaman dit « je suis en train de faire ceci, cela, que j'ai vu faire chez ma grand-mère, et ma grand-mère, ou bien ma grand-mère faisait tel geste, et je suis en train de les accomplir. Et vous, esprit, vous êtes en train de secouer mes épaules, et faire des mouvements comme ça. Vous avez secoué mes épaules quand j'étais jeune, rappelant
des étapes de sa biographie, quand il est passé par une crise qui lui a fait prendre conscience qu'il était un chaman, et il est en train de le revivre en fait, en disant vous avez secoué mes épaules en parlant d'un événement passé, et comme ça il se met à bondir, etc. Et là c'est de plus en plus indiscernable. Est-ce qu'il est en train de nous mimer une scène passée, ce qu'il a vécu quand il était jeune, il y a 30 ans, ce qu'a vécu sa grand-mère, est-ce qu'il est en train d'imiter sa grand-mère qui menait le rituel chamanique, ou bien est-ce qu'il est en train de devenir sa grand-mère? Et ça, au bout d'un moment, sa voix change. Il ou elle a du mal à marcher, il devient extrêmement vieux, et les gens vont venir l'aider. Et vous le voyez, ou la voyez se transformer effectivement en sa grand-mère ou son grand-père. Mais des fois, non, des fois le chaman va juste faire la récitation, geste stéréotypé, et après dire bah ça n'a pas tellement marché quoi ce rituel. Et les gens vont dire bah, ça c'était juste du chiquet, c'est du théâtre, c'est de l'esbrouf. Les gens se posent la question en fait en permanence. Est-ce que tout ça c'est du bluff ou bien est-ce que c'est un vrai chaman? On est dans une question ouverte pour les gens eux-mêmes. Oui, mais pour nous, par exemple, pour le théâtre, on est dans une question ferme. C'est-à-dire, nous, ce qui se passe sur la scène, on ne prétend pas que ça se passe ailleurs, enfin, qu'il y a un référent réel. Enfin, c'est l'illusion théâtrale, c'est pas une double scène, du coup. Parce que nous, on a choisi de répondre à la question au lieu de la laisser ouverte. Oui. Une bonne fois pour toutes, avec des institutions différentes, des cadres qui permettent de reconnaître la différence entre la salle et la scène. Les acteurs et les comédiens, ça ne va pas trop se mélanger normalement, sauf des expérimentations qui peuvent jouer autour de ces limites. Mais il y a quand même un statut du rêve extrêmement important dans les traditions de chamanisme hiérarchique. Simplement, le rapport que chacun a au rêve est différent de ce qui se passe dans les traditions hétérarchiques qui accordent un statut fondamental, originaire au rêve de chacun. Dans les traditions donc hétérarchiques, plus égalitaires, le rêve est source effectivement d'expériences réelles pour chacun, puisqu'elles vont permettre de gagner un esprit gardien, d'apprendre des chants, des formules magiques. Alors que dans les traditions hiérarchiques, ça reste valable, mais pour un spécialiste, le chaman. Alors que pour les autres, bien souvent, le rêve, c'est un symbole, un signal de quelque chose. Ça doit être interprété sur un mode métaphorique. Donc il y a une interprétation littérale du rêve du chaman dans le monde hiérarchique et une interprétation métaphorique, symbolique, par une clé des songes, du profane dans le même contexte hiérarchique. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans d'autres sociétés. Les rêves des prophètes, les rêves des rois sont interprétés sur un mode littéral dans les sociétés du Proche-Orient antique, alors que les rêves de tout un chacun vont faire l'objet d'une interprétation métaphorique avec des clés des songes. Donc la division du travail onirique, on peut dire, avec un prestige, une valeur différentielle accordée à chacun. Pour ce qui est de... Votre question est difficile, hein, mais de l'Occident moderne lui-même, de l'accès au savoir, c'est assez compliqué parce que c'est pas que le sujet ne soit pas du tout source de connaissances dans l'Occident moderne, ou même ancien, enfin, la philosophie est quand même fondée sur le sujet, mais je crois, ce qui est particulier, bon, je ne suis pas assez bon philosophe et historien de la philo non plus, c'est la valorisation du logos, en fait, du langage, et d'un accès à la connaissance qui parle par le langage rationnel et en fait la discussion. Puisque la raison, il y a des études là, de l'équipe de Sperber là-dessus, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la raison. La raison, c'est les raisons qu'on donne dans une discussion. Manifestement, il y a une base psychologique, pragmatique, on peut dire, de la pensée rationnelle. Ça émerge, on en prend connaissance par la discussion argumentée. Et c'est un état dans lequel on est prêt à changer d'avis sous l'influence d'un argument de quelqu'un d'autre. Alors dans la philo, on devient capable même de mener des discussions, des dialogues avec soi-même, d'argumenter pour soi-même. Une fois qu'on a été capable d'adopter ce type d'état d'esprit, où donc le langage est central, mais un langage dans une discussion contrôlée, normée, soumise à des règles d'une institution, l'académie,
Finalement, c'est peut-être le fait, oui, que c'est un langage basé sur des arguments, donc un langage anthropocentré. C'est-à-dire, dans la communication humaine, on a des aspects qu'on partage avec les autres espèces. Communication olfactive, par exemple, prenons la communication olfactive et tactile. Dans la relation amoureuse, c'est très important. Dans la vie humaine, jusqu'à l'acquisition du langage, c'est très important. La communication avec les nourrissons. Les nourrissons, ils sont très sensibles pour se renter, reconnaître la mère, etc. Bon, c'est des aspects animaux. Et puis on a, ce qui est différent, le langage. Encore que dans le langage même, il y a des aspects animaux. Tout ce qu'on appelle la communication paralinguistique, par le ton, les émotions, tout ça, on communique énormément en fait là-dessus, par ce biais-là. Mais finalement, on épure tout ça petit à petit dans l'avènement du logos. On éjecte tout ce qui est animal de la communication pour garder quelque chose qui va être purifié, purement anthropique. Et là, effectivement, probablement qu'on crée une forme d'état d'esprit, de rapport finalement métacognitif, c'est le rapport de l'esprit à lui-même tout à fait particulier, qui va exclure d'autres modes de communication, d'autres modes de connaissance, l'empathie, la communication le voyage dans l'esprit d'autrui, se basant sur des signes kinétiques, sur le corps, tout ce qui est paralinguistique, etc., qui nous permet aussi d'accéder aux esprits des animaux. Donc probablement que là, il y a un chemin, il y a des choix, il y a des bifurcations dans l'histoire des idées qui font une séparation entre un état d'esprit qui se revendique rationnel et qui, de ce fait-là, va rejeter d'autres formes d'accès à la connaissance. C'est une question à laquelle on aboutit finalement assez souvent, oui, que me posent les lecteurs et une certaine attente. Mais alors je dirais que bon, j'essaye déjà dans le livre de distinguer plusieurs types d'imagination. Je fais une différence entre imagination guidée et imagination exploratoire. En soulignant qu'à un niveau social, dans notre société, on valorise beaucoup des formes d'imagination guidée et beaucoup moins des dispositifs qui stimuleraient de l'imagination exploratoire. Et du coup, j'ai pas envie de guider l'imagination des gens, déjà. Premièrement, il y en a suffisamment. Et donc de donner des solutions, d'expliquer ce qu'il faudrait faire. Bon, là, mon rôle d'anthropologue, c'est plutôt de susciter des questions, de remettre en cause, c'est ça que fait l'anthropologie, depuis toujours, remettre en cause des choses qui nous paraissent naturelles, en montrant que dans d'autres sociétés, on fait les choses autrement, on utilise autrement les capacités de l'esprit, et nécessairement, ça amène à se dire, eh ben, peut-être que oui, on pourrait les utiliser autrement. Mais je ne vais certainement pas dire devenons chaman ou aller faire des stages chamaniques, parce que ça existe. Mais ça serait une forme de poursuivre finalement une attitude assez coloniale de l'Occident, d'aller chercher des ressources chez les autres, les approprier. En Sibérie, on va chercher le gaz, le pétrole, on le raffine et on met ça dans nos voitures. Eh bien, on ferait la même chose avec le chamanisme, et on le fait en réalité, on le fait très très bien déjà actuellement. On cueille ce qui nous plaît, on met de côté ce qui ne fait pas tellement de sens pour nous, et on l'adapte à notre sauce et on en fait un produit mercantile. Donc ça, non, c'est pas intéressant. Il est plus intéressant, je trouve, d'explorer déjà, privilégiant les circuits courts, dans nos propres traditions, dans les pratiques culturelles occidentales, des formes mineures qui laissent peut-être de la place à des rapports plus imaginatifs à l'environnement. Aux animaux, dans le rapport qu'on a aux animaux domestiques, par le travail, pas juste les animaux de compagnie, des situations dans lesquelles les animaux ont leur vie à eux, des choses qu'on voit disparaître, ou bien les animaux sauvages. Alors j'aime le cas par exemple, il y a des tas de gens qui vont dans la forêt à l'automne pour écouter le brame du cerf. C'est une expérience extrêmement puissante, là, clairement de voyage mental, où on est dans le noir en général, la nuit est tombée, et là, le cerf brame.
Et les gens se représentent dans leur tête où est-ce qu'il est, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire. Vous en entendez plusieurs, vous imaginez leur personnalité. À leur voix, vous pouvez juger leur puissance, leur âge, etc. Vous construisez dans votre tête des scènes de combat entre eux. Et vous vous projetez finalement dans la vie mentale et familiale de ces animaux. Voilà une expérience toute simple que chacun peut faire et qui a un côté exploratoire et un aspect chamanique de ce point de vue-là, sans qu'il y ait des costumes, etc., et des vrais chamans. Il y a l'enfance, évidemment, qui est la grande ressource, le grand réservoir qui fait qu'il faut rester évidemment confiant sur l'avenir de l'imagination. Et c'est pour ça que oui, je serais plus optimiste que le roi Gourand, dans la mesure où tous les humains naissent encore complets avec des ressources extraordinaires de créativité motrice et imaginative qui sont préservées. Mais aussi, c'est triste de les voir mis sous cloche si rapidement, et il est vrai aussi de plus en plus rapidement, grâce à l'efficacité des industries, du jeu, etc. Ce qui m'amène vraiment clairement à rejeter l'approche ontologique de la question de l'imagination, c'est le fait que d'un point de vue évolutif, eh bien, elle sert manifestement à nous projeter dans des scènes futures. Et ça, je pense, c'est le cas aussi bien pour les autres animaux, les animaux des autres espèces. Il y a des expériences sur les rats, par exemple. Ils sont capables de faire des voyages mentaux. Ils sont capables, avec on a fait l'imagerie cérébrale sur l'hippocampe, qui gère des neurones lieux, qui gèrent la façon dont on mémorise des lieux et dont on peut aussi se balader à l'intérieur de cette mémoire des lieux. Donc on est capable, je sais pas, on mémorise la rue, notre quartier, je peux m'imaginer de me balader à tel endroit et concevoir un itinéraire à l'avance. C'est pour ça que c'est important. Ou bien si je connais un peu bien le plan de métro, voilà. Ça sert à ça. Et les rats sont capables de le faire. Donc le voyage mental, il a une dimension prospective capitale, vitale. Et la question de savoir est-ce que c'est vrai ou pas ce voyage-là, elle est un peu oiseuse parce que tant qu'il n'a pas eu lieu, tant que je ne l'ai pas accompli, ce voyage, c'est une projection, c'est impossible. Pour le statut ontologique, c'est du possible. Donc est-ce vrai ou faux? C'est juste pas pertinent comme question. Là, disons, c'est mon point de départ pour savoir comment il vaut mieux aborder l'imagination, pour comprendre à quoi elle nous sert, comment elle a évolué, etc. Je ne pense pas qu'elle ait évolué pour nous renseigner sur des situations immédiates, sur ce qu'on peut... Finalement, il y a nos sens qui sont là pour nous dire qu'est-ce qu'on a dans l'immédiat. Donc elle a un usage très clairement dans le prospectif, dans la construction de la subjectivité, parce que le prospectif, eh ben, on le construit sur le passé, donc tout le lien entre passé, présent, futur, ça c'est fondamental. Et puis dans le voyage dans les esprits des autres. Donc l'empathie, lien avec la communication, et puis entre humains, mais aussi, je pense, dans la communication avec les non-humains, la capacité à se projeter dans les subjectivités, alors des animaux qu'on a sous la main, les animaux domestiques, mais aussi sauvages, pour la chasse évidemment, mais aussi les entités du paysage. Et alors là, il est vrai, oui, pour les gens, la question de savoir si c'est vrai ou pas, les projections qui se font, là, ça devient important, c'est sûr, pour savoir si j'interprète correctement le cerf, où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce que là, il est en train de me charger, il a vraiment envie de se débarrasser de moi, ou au contraire, il est en train de s'enfuir, donc comment, moi, chasseur, je vais pouvoir l'attraper. Là, ça devient pertinent, mais je pense que c'est un usage particulier de l'imagination parmi d'autres. Il peut aussi être important dans une communication d'être capable d'éprouver des émotions en visualisant une scène sans forcément se demander est-ce qu'elle est vraie ou pas. Parce que c'est l'émotion qu'on va éprouver en racontant une histoire à un gamin et en partageant ça avec lui, un conte, et des épopées, tout ça. Où là, la question ontologique, c'est ce que je reprends Jean-Marie Schaeffer là-dessus simplement, elle est mise entre parenthèses. Juste, on n'y pense plus, on s'en occupe plus.
Et ça, eh ben, ça nous permet de partager énormément de choses, de créer des collectifs, des religions, des nations, enfin tout ce qu'on veut, ou simplement des amitiés. Je propose oui, cette notion d'écologie de l'imagination. Alors je parle aussi de régime d'imagination, et puis à mesure de mes discussions avec des collègues, mes réflexions, je me dis que en fait, la dimension écologique, elle est centrale parce que ces régimes d'imagination, c'est-à-dire la façon dont les sociétés humaines utilisent, valorisent, exploitent, socialisent les capacités imaginatives des gens, eh bien, ça a un effet sur les relations de ces sociétés à l'environnement. Alors, effet pas mécanique, mais il y a une corrélation, manifestement. Donc, il y a une dimension écologique de notre rapport, il y a une dimension écologique des usages de l'imagination. J'ai un argument évolutif d'abord sur l'évolution de l'espèce Homo sapiens, parce que quand on considère, si on suit les gens qui font de la paléocognition, qui s'intéressent à l'évolution de la cognition humaine dans le processus d'hominisation, eh bien, avec le développement du cerveau, on voit parallèlement le développement des techniques de taille, donc la capacité à créer des outils qui suivent des formes qui n'existaient pas, une capacité à se projeter là, à soumettre son action, diriger son action par des images mentales. La capacité à poursuivre du gibier, chez nous, eh bien, elle est beaucoup fondée sur l'empathie. Je parle de prédateur empathique, c'est ce paradoxe qu'on doit se mettre à la place des animaux pour pouvoir les attraper, parce que nous on court moins vite que des lions, on n'a pas des belles griffes ni des belles canines. Donc on voit que l'imagination, elle a eu un rôle fondamental dans notre insertion dans notre environnement, notre spécificité de primates carnivores, avec un aspect agressif, hein, c'est le fait d'être des prédateurs, il ne faut pas le nier, on n'est pas dans l'irénisme, l'idéalisation des chasseurs-cueilleurs, mais tout ça, ça s'est fait dans un contexte où les hommes n'étaient pas nombreux, et leur environnement était très peu anthropisé, et cette imagination, par conséquent, donc, elle se développe dans ces interactions avec des non-humains. Elle se met en place au Pléistocène, dans des environnements complètement différents de ce qu'on a autour de nous. On n'a absolument rien qui ne soit artificiel dans cette pièce. C'était exactement l'inverse. L'artificiel, l'humain, était extrêmement fragile, ténu dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Pléistocène. Donc c'est dans ce contexte-là que notre esprit, notre cerveau, il se développe. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est dans ces écologies-là que ça apparaît. Donc, là, on a un lien évolutif entre imagination et écologie. Et puis d'un point de vue, là, cette fois, non plus diachronique, mais synchronique, en comparant les différentes sociétés actuelles, on voit qu'il y a une corrélation entre la façon dont les sociétés traitent leur milieu et ce qu'elles font de leurs rêves et de leur imagination. Et là, je trouve la personne qui en parle le mieux, c'est Davi Kopenawa, qui est un chaman Yanomami, qui est le co-auteur d'un livre avec un anthropologue, Bruce Albert, La chute du ciel, où tout ça est dit de façon vraiment 1000 fois mieux que je pourrais le dire. C'est un aspect de contre-anthropologie de l'Occident dans cet ouvrage, dans cette parole un peu prophétique de Davi Kopenawa, où il a une puissance d'analyse frappante, nous disant que votre rapport à la forêt, votre rapport à la terre, il vient de quoi? Il vient du fait que vous n'avez plus de rêve, que vous ne savez plus rêver, vous les Occidentaux. Il nous dit, vous faites des rêves, mais ils sont centrés sur votre monde. Vous rêvez de vous-même. Alors, on ne peut pas dire non, la psychanalyse nous le montre effectivement. Nos rêves parlent de nous-mêmes. En tout cas, c'est comme ça que nous les interprétons, et c'est l'interprétation officielle psychanalytique. Et d'un autre côté, lui, il nous dit, le rêve, non, oui, c'est chez nous, en tout cas, les Yanomami, c'est capital, pas pour se connaître soi-même, mais pour connaître le monde, pour comprendre la forêt, pour la percevoir d'une autre façon que simplement ce que nous disent nos sens. C'est nécessaire, on en est conscient, pour la communication entre nous, ce que nous disent les linguistes, par exemple, fait sans arrêt des inférences sur qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il est en train de me dire ça, ses intentionnalités,
etc. Il y a un travail de projection imaginative, mais il y a un travail du même genre pour comprendre les environnements non humains. Simplement, il est plus difficile, il est plus exigeant, parce qu'on n'a pas l'aide du langage là. Donc c'est là qu'on emploie ce que j'appelle une imagination qui va être plus exploratoire. Et ça, eh bien, on a des dispositions à ça, mais on peut les cultiver ou au contraire les éteindre. Il y a des sociétés, celle de David Kopenawa, où on va les cultiver, notamment par le rêve, qui amène à percevoir les choses autrement, tout simplement. C'est très factuel, il n'y a rien de mystique là-dedans à dire que le rêve c'est important pour connaître le monde. Ça peut paraître un peu mystique, irrationnel, il n'y a absolument rien d'irrationnel. Il s'agit de développer des dispositions ici à la projection dans d'autres formes de vie, d'autres points de vue. C'est un travail imaginatif nécessaire pour la communication entre humains. L'autisme nous montre que quand il n'y a plus ça, ça ne marche plus, ou beaucoup moins bien, la communication entre humains. Nous avons développé une forme d'autisme écologique qui est le résultat de la mise sous cloche de cette forme d'imagination exploratoire. Déjà, il n'y en a presque plus. Vous prenez Paris il y a 100 ans, et le fait qu'on ait de moins en moins des activités coopératives, aussi par la domestication, ça change certainement pas mal de choses. Alors, l'animal de plus en plus matière pour l'animal domestique, mais des formes d'élevage, même pas si lointaines. L'élevage de porc en Bretagne, de breton qui promène son porc attaché à la laisse. C'est plus ça aujourd'hui, l'élevage de porc en Bretagne. Donc, de fait, nous avons des espaces qui simplement ne nous donnent presque pas d'occasion d'anthropomorphiser d'autres formes d'existence que des existences humaines. Mais il y a malgré tout un travail d'anthropomorphisation, même qui s'applique à l'humain. C'est paradoxalement, mais pour les nourrissons, hein, je parlais tout à l'heure, l'humain infralinguistique. L'humain avec qui ne va pas être dans un échange d'intentionnalité, comme deux adultes, symétriques, transparents, etc. Il y a une forme d'anthropomorphisation de la part des adultes face à un nourrisson, où on lui prête tout de suite des intentions, des émotions, beaucoup plus que ce dont il est capable. On lui parle, on interagit avec lui beaucoup plus que ce à quoi il peut répondre, par une forme de générosité cognitive, et qui est créatrice, évidemment. Parce que si on n'avait pas cette générosité, jamais il accéderait à des stades finalement plus élevés, dans lesquels il va devenir progressivement capable d'attention conjointe, d'intentionnalité réciproque, et du coup d'acquisition du langage. C'est l'aspect performatif là, de l'anthropomorphisme qui s'applique à l'humain, qui s'est appliqué aux espèces qu'on a domestiquées aussi, pour le chien. Donc, en tout cas, oui, vous avez raison. À mesure que nos espaces, nos lieux de vie sont anthropisés, eh bien, on a de moins en moins d'occasions d'anthropomorphiser d'autres formes d'existence, à part des artefacts humains, donc, parce qu'il y a quand même cette disposition qu'on a à l'anthropomorphisme. Donc on va anthropomorphiser des robots, des machines, des voitures. Mais je pense qu'il y a ce qui est revendiqué chez les animalistes, j'ai travaillé un peu avec eux, c'est l'empathie, premièrement, d'avoir un rapport empathique chez des militants qui vont accuser les gens qui ont un autre type de rapport à l'animal, éleveurs, chasseurs, d'être moins empathiques. Et dans l'empathie, il y a cette idée d'être capable de se mettre à la place, tout simplement, de l'animal qui souffre, donc de se projeter par imagination en lui. Donc les gens me le disent, moi je suis capable de me sentir un cerf face au chasseur poursuivi, d'avoir le cœur qui bat quand il est en détresse. Donc c'est des gens qui revendiquent, effectivement, qui cultivent une disposition à se projeter de façon par l'imagination, de façon empathique, dans l'esprit et la sensibilité des animaux. D'une façon générale, on a des formes d'écriture qui vont être plus ou moins stimulantes d'une imagination exploratoire ou guidée. C'est assez clair que la poésie, elle est plus proche d'une forme d'imagination qui a à voir avec les images dans les grottes du Paléolithique, dans la mesure où on a des tâches, des images comme ça, mais leur coordination est difficile à faire, et c'est en fait au spectateur, ou en l'occurrence au lecteur du poème, de les faire. Ça sollicite de l'imagination, c'est pour ça que c'est difficile à lire. Bon,
Alors que lire un roman, là en revanche on est beaucoup plus guidé parce que les choses sont explicitées, les scènes sont décrites, donc on est un peu plus tenu par la main dans le cadre du roman. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, comment appliquer ça à l'animal, avoir des projections complètes. Très rapidement, on arrive dans l'anthropomorphisme au sens où on va, plutôt que de concevoir un monde animal avec ses lois, ses règles, on va projeter la société occidentale dans la psychologie de l'animal. Donc il y a pas mal de pièges, mais je n'ai pas d'exemple, de modèle à offrir en tête. Je serais preneur de découvertes sur ce plan-là. L'avènement de l'ontologie naturaliste, 18e, 19e siècle, il s'accompagne de l'avènement du romantisme, qui prend le contre-pied. Donc, dans le moment même où on voyait s'imposer un rapport à la nature, à l'arbre, à l'animal, de plus en plus marqué par des finalités mercantiles et du coup la réduction à l'état de matière, c'est à ce moment-là qu'on voit, on le voit même assez tôt en Angleterre, il y a un historien Keith Thomas qui a travaillé là-dessus, il montre que c'est vraiment très lié, le début de la révolution industrielle et une sensibilité à la nature de type poétique, romantique, même dès le XVIIe siècle, on a les prémices, et puis ça se développe de plus en plus. Et le jardin à l'anglaise, c'est aussi un peu ça, de reconstruire une nature qui a l'air sauvage et qui est en même temps complètement artificielle. Et curieusement, c'est les grands industriels qui font les premiers jardins à l'anglaise. Et alors, mais il y a des gens qui le vivent de façon sincère. Et évidemment, les poètes, il y a le lien avec la nature du poète, avec la nature, le rejet de la ville. Mais c'est sur un mode qui ne va jamais être un retour à des âges pré-naturalistes, pré-modernes. C'est quelque chose de nouveau. C'est un rapport contemplatif. On le voit bien. Il y a Vigny, par exemple. Alfred de Vigny, aristocrate, grand poète, il raconte qu'il a participé. Comment ça dit ? Ah non, il participe à une chasse. Oui. Non, il chasse lui-même. Il est dans un milieu où tout le monde chasse. Et puis, il voit un chevreuil, il prend son fusil, parce que c'est comme ça qu'on l'a élevé, il tire, paf. Et puis il va le voir, le chevreuil, et il le voit blessé, pleurant. Et là, ça lui déchire le cœur. Il dit plus jamais je vais chasser. Et donc il raccroche son fusil au clou. Donc pour lui, il fait naître là une sensibilité moderne. En fait, c'est plus ancien, déjà chez Montaigne, il y a ça, mais chez les intellectuels, les poètes, les écrivains, dans laquelle il y a une opposition entre sensibilité, ouverture, empathie et chasse, appropriation, consommation, production. Et ça, c'est une vision moderne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement les gens qui, au contraire, sont à la fois chasseurs et empathiques. Ces sociétés-là, dans lesquelles où vous vivez de la chair que vous donnent les animaux de la forêt et vous leur en êtes reconnaissant. Parce que imaginez un mode de vie dans lequel on va être dans la sensibilité, on n'aura plus besoin de production, c'est du rêve. C'est à cause de ça qu'on est dans l'incapacité à trouver des solutions, parce qu'on sépare des lieux, des êtres qu'on veut préserver, sauver, sacraliser, et à côté des zones qu'on va dévaster de la façon la plus totale possible. Non, au contraire, on a dans les sociétés non occidentales qu'on étudie des formes qui ne font pas cette séparation entre d'un côté être sensible, de l'autre côté exploiter, qui vont au contraire être dans un rapport de production et de nécessité de vivre de la chair des autres, qu'il faut abattre des arbres pour construire sa maison, etc. Mais les gens s'excusent en abattant l'arbre. Voilà. Et donc, nécessairement, ils vont limiter. Ils vont essayer de maîtriser, d'avoir des usages modérés de ce qu'ils prélèvent. Mais si on voit l'évolution, prenons une évolution du récit, d'un point de vue évolutionniste, on va dire, les récits seront les plus anciens, les épopées, par exemple. C'est discret, on ne va pas décrire des scènes complètes, on ne va pas beaucoup décrire les lieux, on a des petits indices, quoi. Et puis il y a le travail de l'imagination de chacun, des formes stéréotypées, de la couleur, des paroles, mais on ne pénètre pas dans la conscience des gens. Alors plus le récit avance, une
grossière, plus on va avoir de la description détaillée, Balzac, des trucs complètement fous, ou bien le monologue intérieur au XXe siècle, une pénétration de la psychologie de chacun de la façon la plus invasive possible finalement. Et donc ça nous fait découvrir des nouveaux territoires, c'est sûr. C'est pas pour critiquer les innovations, inventions littéraires, mais aussi on se pose la question de finalement qu'est-ce que ça implique, une division du travail de plus en plus forte entre des écrivains géniaux, extraordinaires et uniques et irremplaçables, qui incontestablement c'est magnifique, et puis des gens qui sont des consommateurs, c'est ce que souligne le roi Gourand. Alors que la tradition orale, les contes, c'est n'importe qui. Qui est l'auteur d'un conte? On ne sait pas. Chacun, chaque personne, chaque grand-mère qui le raconte, elle le redessine, le retraficote. Et les auditeurs sont aussi sont des futurs auteurs, remplissent évidemment.